La plantation Winthrop s'étendait sur des kilomètres de terre brésilienne. Ses champs de canne à sucre ondulants, sous le soleil brûlant de 1850. Lord Augustus Winthrop régnait sur ce domaine comme un empereur sur son royaume. Sa femme, Lady Mercy, 28 ans à peine, marchait toujours 3 pas derrière lui lors des inspections matinales. Ce matin-là, un nouveau groupe d'esclaves arriva du marché de Rio. Parmi eux, un homme dans la trentaine, le dos droit malgré les chaînes, le regard fixe, les autres baissaient les yeux. Lui non. Celui-là, décréta Augustus en pointant l'homme du doigt. Combien? Le marchand nomma son prix. Augustus sortit une bourse sans même négocier. L'homme valait manifestement quelque chose. Comment t'appelles-tu? Demanda Lady Mercy d'une voix froide. Yo. Augustus gifla l'esclave avec violence. Tu réponds maître et maîtresse, animal. On t'apprendra les manières ici. Yo vacilla, mais ne tomba pas. Lady Mercy détourna le regard une fraction de seconde avant de reprendre son masque de glace. Mettez-le aux champs de la zone nord, les plus éloignés, qu'il comprenne sa place. Le contremaître emmena Yo. Les autres planteurs présents hochèrent la tête avec approbation. Lady Mercy Winthrop savait tenir sa maison. Pas de faiblesse, pas de sentimentalisme. Exactement comme il se devait. Pourtant, cette nuit-là, alors qu'Augustus ronflait dans leur chambre après avoir bu 3 verres de rhum, Mercy descendit l'escalier de service. Elle connaissait chaque recoin de cette plantation. Elle y était née, après tout. Fille d'un planteur ruiné, mariée à 15 ans à Augustus pour sauver l'honneur de sa famille. Elle trouva la cabane où dormait Yo. Il ne dormait pas. Assis contre le mur, il fixait l'obscurité. « Yao » murmura-t-elle. Il sursauta. Elle portait une lanterne couverte. « Je te demande pardon pour aujourd'hui. » Silence. Puis, avec méfiance, « Pourquoi ?»« Parce que je ne suis pas celle que tu as vue devant les autres. » Les jours suivants établirent un rythme étrange. Le matin, Lady Mercy inspectait les champs avec une cravache qu'elle n'hésitait jamais à utiliser. Quand elle passait devant Yo, elle le frappait plus fort que les autres. Plus vite, paresseux. Tu crois peut-être que je te nourris pour que tu rêvasses. Les coups pleuvaient. Il a appris vite à courber l'échine, à murmurer oui, maîtresse, à baisser les yeux. Devant témoin, Lady Mercy était impitoyable. Mais la nuit, elle revenait. Toujours après minuit, quand Augustus dormait son sommeil d'ivrogne, elle apportait du baume pour les plaies, parfois un peu de nourriture supplémentaire. Je suis désolé, Yo. Je suis tellement désolé. Au bout d'une semaine, il osa parler. Pourquoi tu fais ça? Mercy s'assit sur le sol de terre battue, ses jupes de soie souillées. J'ai grandi ici. Mon père possédait cette plantation avant Augustus. Quand j'avais 7 ans, il y avait un garçon. Elle s'interrompit. Les larmes brillaient dans ses yeux à la lueur de la lanterne. Il s'appelait Effoua. On jouait ensemble quand personne ne regardait. Il m'apprenait les chants de son village, je lui apprenais à lire. On avait le même âge. On était amis, vraiment amis. Yo écoutait, immobile. Un jour, mon père nous a surpris. Effoua m'avait appelé par mon prénom. Juste merci, sans mademoiselle. Mon père l'a fait fouetter jusqu'à ce que mort s'ensuive. J'avais 9 ans. J'ai regardé mon seul ami mourir pour avoir prononcé mon nom. Le silence s'installa, lourd de cette confession. « Tu me ressembles à lui », finit-elle par dire. Même port de tête, même regard qui refuse de plier. Quand je t'ai vu sur ce marché, j'ai revu Effoua. Et toute la douleur est revenue. Yo ne dit rien pendant un long moment. Puis, alors tu me bats pour soulager ta conscience. Je suis ton expiation. Mercy se leva brusquement. Ce n'est pas ça. Tracy, qui c'est alors? Tu me tortures le jour, tu pleures la nuit, et je suis censé te comprendre, te pardonner. Je ne demande pas ton pardon, je sais que je ne le mérite pas. Elle partit, laissant Yo seul dans le noir. Mais elle revint le lendemain soir, et le suivant. Toujours avec la même dualité, toujours avec les mêmes excuses. 3 semaines passèrent. Yo observait tout. Il comprit vite que Lady Mercy n'était pas la seule maîtresse cruelle de la plantation.
D'autres femmes de planteurs venaient en visite, et toutes rivalisaient de dureté. C'était un jeu social, une compétition silencieuse pour prouver qui contrôlait le mieux ses esclaves. Mais il remarqua aussi autre chose. Quand Lady Mercy frappait publiquement, elle le faisait toujours de manière visible mais jamais pour blesser gravement. Les coups étaient spectaculaires, bruyants, mais calculés. Elle visait les épaules, jamais le visage ou les côtes. Elle criait fort, mais les punitions qu'elle infligeait étaient plus courtes que celles ordonnées par Augustus. Un soir, elle arriva plus tôt que d'habitude. Augustus était parti à Rio pour affaires. Elle ne portait pas sa lanterne couverte mais une lampe à huile. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle le conduisit vers le cimetière des esclaves, à la limite de la propriété. Un endroit où personne ne venait jamais. Au fond, sous un manguier, une petite pierre. « Efua » lut Yo à voix haute. « J'ai payé le prêtre en secret pour qu'il enterre son corps ici plutôt que de le jeter dans la fosse commune. J'ai volé l'argent dans le coffre de mon père. J'avais 9 ans et je savais déjà que le monde était pourri. » Elle s'agenouilla devant la pierre. « Je lui ai promis ce jour-là que je ne laisserai jamais personne d'autre mourir par ma faute. Mais pour tenir cette promesse, j'ai dû devenir quelqu'un d'autre. Fa. Explique-moi, demanda Yo en s'asseyant à côté d'elle. Mercy prit une longue inspiration. Quand mon père est mort, Augustus a racheté la plantation. J'avais 15 ans. Il voulait les terres, pas moi. Mais ma famille n'avait plus rien. Ma mère m'a supplié d'accepter ce mariage. J'ai dit oui. Elle arracha des brins d'herbe machinalement. Les premiers mois, j'ai essayé d'être gentil avec les esclaves. Augustus l'a remarqué. Il a fait fouetter publiquement 3 hommes pour me donner une leçon. Ta bonté les rendra insolents, m'a-t-il dit. Puis il a vendu une famille entière à un planteur du Nord, connu pour sa cruauté. 3 enfants séparés de leurs parents, à cause de ma faiblesse. Yo commençait à comprendre. Alors j'ai changé de stratégie. Je suis devenu impitoyable en public. J'ai appris à frapper, à insulter, à humilier. Augustus était satisfait. Les autres planteurs me respectaient. Mais la nuit, tu te rattrapes, compléta Yo. Non, je ne me rattrape de rien. On ne rattrape pas l'horreur. Mais je peux au moins soigner les blessures que j'inflige. Je peux m'assurer que personne ne meurt sous ma main. Je peux protéger en faisant semblant de punir. Elle se tourna vers lui, les yeux rouges. Tu comprends maintenant? Si je montre une once de faiblesse, Augustus reprendra le contrôle total. Et lui, il ne calcule pas ses coups. Lui, il tue. Yo resta silencieux longtemps. Tu te mens à toi-même. Tu cherches une excuse morale pour ta lâcheté. Mercy vacilla, comme si elle avait reçu une gifle. Peut-être, probablement. Mais dis-moi quelle autre option j'ai. Partir? Augustus me tuerait. Le dénoncer? À qui? Aux autorités qui possèdent elles-mêmes des esclaves. Libérer tout le monde? Il y aurait un massacre. Les milices viendraient. Vous seriez tous tués. Alors tu préfères cette hypocrisie éternelle. Je préfère vous garder en vie. 6 semaines après l'arrivée de Yo, Augustus organisa un grand bal. Les familles de planteurs de toute la région furent invitées. Mercy se prépara pendant des heures, corsetée dans une robe de soie verte, les cheveux relevés, le visage poudré. « Tu seras magnifique ce soir », dit Augustus en attachant son collier de perles. « Lord Harrington sera là avec sa femme. Je veux qu'il voie que nous tenons notre maison avec fermeté. » Mercy comprit immédiatement. Lord Harrington était réputé pour sa brutalité. C'était un test. Le bal commença à 8 heures. Les couples dansaient dans le grand salon, tandis que les esclaves servaient le champagne et les canapés. Yo faisait partie des serviteurs choisis pour l'occasion. Mercy l'avait vu entrer, vêtu d'une livrée blanche, le visage impassible. Vers 10 heures, Lady Harrington, une femme aux lèvres pincées et au regard dur, remarqua Yo. « Merci, ma chère, est-ce votre nouveau? On m'a dit que vous l'aviez payé cher. » « En effet, » répondit Mercy d'une voix égale. Il a l'air robuste. Mais un peu trop fier, ne trouvez-vous pas? Ce regard, j'ai horreur de ces esclaves qui oublient leur place. Les conversations s'interrompirent. Tous les yeux se tournèrent vers Mercy. Augustus l'observait depuis l'autre bout de la pièce, un sourire en coin. C'était un piège social.
Si elle ne réagissait pas, elle perdrait la face. Lord Harrington dirait qu'elle était faible. Augustus serait humilié. Merci posa son verre de champagne. Elle s'approcha de Yo avec une lenteur calculée. Chaque pas résonnait dans le silence soudain. Toi, dehors. Entre. Yo la suivit sans un mot. Sur la terrasse, devant les fenêtres où tous les invités pouvaient voir, Merci le gifla avec une force qui résonna dans la nuit. À genoux, animal. Yo s'agenouilla. Merci sortit une cravache qu'un valet lui tendit. Elle la fit claquer dans l'air. Tu crois peut-être que tu vaux quelque chose? Tu n'es rien, moins que rien. Un objet que j'ai acheté, que je peux briser quand bon me semble. Les coups tombèrent. 1, 2, 5, 10. Merci frappait avec précision, visant toujours les épaules, le dos. Jamais le visage, jamais les reins. Mais la scène était spectaculaire. Yo ne cria pas, ne supplia pas. Il encaissait en silence. Tu ne pleures même pas, tu me provoques. Elle frappa plus fort. 15 coups, 20. Les invités applaudissaient derrière les fenêtres. Lady Harrington souriait avec satisfaction. Augustus levait son verre en l'honneur de sa femme. Merci s'arrêta enfin. Retourne à ta cabane. Et demain, double ration de travail. Yo se releva difficilement et partit sans un regard en arrière. Merci rentra dans le salon, le visage impassible, sous les félicitations de ses pairs. Magnifique démonstration, dit Lord Harrington. Voilà comment on dresse ses bêtes. Merci sourit, inclina la tête, accepta les compliments. Elle dansa jusqu'à minuit, but du champagne, rit aux plaisanteries des hommes. Personne ne remarqua qu'elle ne mangea rien de la soirée. À 3 heures du matin, quand tous les invités furent partis, et qu'Augustus s'écroula dans leur lit, complètement ivre, Merci descendit vers la cabane de Yo. Il était éveillé, assis contre le mur. Son dos était strié de marques rouges. Elle entra avec son nécessaire de soin, ne dit rien, murmura-t-elle en commençant à nettoyer les plaies. Je t'en prie, ne dis rien. Yo resta silencieux pendant qu'elle appliquait le baume. Ses mains tremblaient. J'ai compté, dit-il finalement. 23 coups. Tu aurais pu en donner 50. C'est ce qu'ils attendaient. Je sais. Tu as visé pour faire du bruit, pas pour casser. Je sais. Mais ça fait quand même mal. Merci s'arrêta. Les larmes coulaient maintenant sans retenue. Je sais, Yo. Je sais et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Il se tourna vers elle. Arrête de t'excuser. Tes excuses ne valent rien. Choisis. Soit tu continues ce jeu, et alors assume-le sans venir pleurer la nuit. Soit tu changes vraiment les choses. Je ne peux pas changer les choses. Alors arrête de venir ici. Ton pardon, je ne peux pas te le donner. Tu me demandes d'absoudre ta lâcheté. Ce n'est pas mon rôle. Merci se leva, les épaules secouées de sanglots silencieux. Tu as raison. Je suis lâche. Je suis une hypocrite. Mais si je n'étais pas là, Yo, si Augustus avait le contrôle total, tu serais déjà mort. Vous seriez tous morts ou vendus aux pires endroits. C'est ce que tu te racontes pour dormir. C'est la vérité. Elle partit, laissant le nécessaire de soin. Yo resta seule, le dos en feu, se demandant si elle avait raison. Si cette cruauté calculée valait mieux que la cruauté totale. Si on pouvait vraiment protéger en faisant semblant de détruire. Les semaines passèrent, l'incident du bal avait consolidé la réputation de Lady Merci. On la citait en exemple dans les cercles de planteurs. Ferme mais juste, disait-il. Elle continuait ses doubles visites, jour et nuit, cruauté et soin. Mais Yo avait changé. Il ne répondait plus quand elle venait la nuit. Il acceptait les soins en silence, sans un mot, sans un regard. Cette indifférence blessait Merci plus que n'importe quelle accusation. Un soir de septembre, elle le confronta. Augustus était à Rio pour 3 jours. Elle pouvait parler plus librement. « Tu ne me parles plus, Vent. Qu'y a-t-il à dire ? Je te dois une explication. » « Non, tu ne me dois rien. Je ne suis qu'une propriété, tu te souviens ?» Merci serra les poings. « Écoute-moi. Il y a 3 mois, Augustus voulait acheter un nouveau contremaître.
Un homme qui venait du Nord, réputé pour sa brutalité. J'ai convaincu Augustus que c'était inutile, que je gérais très bien les esclaves. Tu sais comment je l'ai convaincu? En lui montrant les chiffres. La production a augmenté depuis que je supervise les punitions. Pourquoi? Parce que mes coups font du bruit, mais ne cassent pas. Les esclaves peuvent travailler le lendemain. Ceux du contremaître sadique auraient été trop blessés. Augustus économise de l'argent grâce à ma gestion efficace. Yo la regarda enfin. Tu veux que je t'applaudisse, que je te remercie d'avoir transformé la torture en stratégie économique? Non. Je veux que tu comprennes que je fais ce que je peux dans un système pourri. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste quelqu'un qui essaie de limiter les dégâts. En étant complice du système. Oui, en étant complice. Parce que l'alternative, c'est quoi? Que je refuse de jouer ce rôle et qu'Augustus engage quelqu'un de vraiment cruel. Que je m'enfuis et laisse tout le monde derrière. Que je me tue et que tout empire. Tu pourrais nous libérer. Merci éclata d'un rire amer. Comment? Avec quel argent? Augustus contrôle tout. Je n'ai même pas le droit de signer un document sans sa permission. Et si je le faisais, les autorités nous poursuivraient tous. Les lois sur les esclaves fugitifs sont impitoyables. On vous traquerait, on vous tuerait. Au moins ici, vous êtes en vie. Quelle vie? Être battu le jour, soigné la nuit, par la même personne. Tu sais ce que c'est? De la torture psychologique. Merci s'assit lourdement. Je sais. Tu crois que je ne sais pas? Chaque nuit, je me déteste un peu plus, mais je continue parce que l'alternative est pire. Yo s'approcha d'elle. Tu veux savoir ce que je pense vraiment? Je pense que tu te mens. Oui, tu protèges certains d'entre nous, mais tu le fais autant pour toi que pour nous. Pour pouvoir te regarder dans le miroir, pour pouvoir te dire que tu n'es pas comme les autres. Mais tu es exactement comme eux, merci. Juste avec une conscience qui te torture. Alors que devrais-je faire? Dis-moi. Je ne sais pas, mais arrête de venir chercher l'absolution auprès de ceux que tu oppresses. C'est obscène. Merci se leva, le visage défait. Tu as raison. Je ne reviendrai plus. Elle partit. Et pour la première fois en 3 mois, elle ne revint pas le lendemain soir. Ni le suivant. Yo continua à être battu publiquement, mais personne ne soignait ses plaies la nuit. Les autres esclaves remarquèrent le changement. Lady Mercy était devenue plus distante, plus froide même que d'habitude. Mais Yo remarqua autre chose aussi. Les punitions étaient moins fréquentes pour tout le monde. Mercy trouvait des excuses pour éviter de frapper. Elle déléguait à Augustus quand elle le pouvait, puis sabotait discrètement ses ordres. Une punition de 50 coups devenait 30. Une journée sans nourriture devenait une demi-journée. Elle ne venait plus s'excuser, mais elle protégeait toujours. 2 mois après leur dernière conversation nocturne, Augustus appela Mercy dans son bureau. Lord Harrington était là, accompagné d'un homme que Mercy ne connaissait pas. Un visage dur, des yeux froids, des mains épaisses. « Ma chère, voici Senor Cardozo. Il possède des plantations dans le nord et cherche des esclaves robustes. Je lui ai parlé de notre Yo. » Le sœur de Mercy se glaça. Elle connaissait la réputation de Cardoso. Ces esclaves ne duraient pas plus de 2 ans. Les conditions étaient si brutales que la plupart mouraient d'épuisement ou de mauvais traitements. Yo est effectivement robuste, dit-elle d'une voix neutre. J'offre un excellent prix, dit Cardoso. 1000 réaux. Pour un seul esclave, c'est généreux. Augustus sourit. Effectivement, qu'en dis-tu, Mercy? C'était un test. Si elle refusait, Augustus saurait qu'elle avait un attachement. Si elle acceptait, Yo mourrait dans les 6 mois. Mercy regarda Cardoso droit dans les yeux. Je refuse. Silence, stupéfait. Comment ça, tu refuses? Augustus fronça les sourcils. Cet esclave a une valeur supérieure pour nous. Il connaît maintenant nos méthodes, nos terres. Former quelqu'un d'autre prendrait du temps. 1000 réaux ne compensent pas cette perte de productivité. Cardoso haussa les épaules. 2000 alors. Non. Augustus se leva. Merci. Un mot en privé. Dans le couloir, il la saisit par le bras. Qu'est-ce qui te prend? Je gère cette plantation depuis 3 ans. La production a augmenté de 40%.
Tu me fais confiance pour les décisions quotidiennes, fais-moi confiance pour celle-ci. Puis, c'est 2000 réaux. Et c'est un esclave qui vaut plus sur le long terme. Cardozo veut les robustes parce qu'il les tue à petit feu. Quand Yo sera mort, aura Théon récupéré notre investissement? Non. Ici, il travaillera 10 ans, 15 peut-être. C'est de l'économie. Augustus, de la gestion. Augustus hésita. L'argument était rationnel. Il aimait l'argent, mais il aimait encore plus la rentabilité à long terme. Très bien. Mais tu devras le punir devant Cardoso et Harrington, pour montrer qu'on reste ferme. Merci, acquiesça. Bien entendu. Elle retourna dans le bureau. Messieurs, je maintiens ma décision. Mais pour vous montrer que nous apprécions votre visite, permettez-moi de vous offrir un spectacle. Ce soir-là, on amena Yo devant la maison principale. Cardozo et Harrington étaient installés sur la terrasse avec du cognac et des cigares. Augustus supervisait, satisfait. Merci descendit les marches, une cravache à la main. Elle regarda Yo. Il comprit immédiatement. Elle l'avait sauvé, mais le prix serait élevé. 50 coups, annonça-t-elle. Pour insolence. Les coups commencèrent. Merci frappait plus fort que d'habitude. Elle devait convaincre ces hommes que la punition était réelle. 10 coups, 20. La peau de Yo commençait à se déchirer. 30, 40. Cardoso fumait son cigare, l'air ennuyé. Votre femme frappe comme une maîtresse d'école. Laissez-moi vous montrer comment on fait dans le Nord. Il descendit, prit la cravache. Les 10 derniers coups furent brutaux, sans retenue. Yo s'effondra. Du sang coulait sur le sol de pierre. Voilà comment on dresse un animal, dit Cardozo en rendant la cravache. Augustus applaudit. Merci resta immobile, le visage de marbre. Quand les invités partirent enfin, elle donna l'ordre de transporter Yo à l'infirmerie des esclaves. Pas dans sa cabane. L'infirmerie, c'était public, officiel. Elle attendit que la nuit soit bien avancée, puis elle vint. L'infirmière de garde, une vieille esclave nommée Ama, la laissa entrer sans un mot. Yo était conscient, étendu sur le ventre. Son dos était une plaie ouverte. Merci ne dit rien. Elle commença à nettoyer les blessures avec une délicatesse infinie. Ses mains tremblaient. Des larmes tombaient sur ses poignets, mais elle ne fit aucun bruit. « Tu m'as sauvé, dit Yo d'une voix rauque. Je t'ai détruit. Tu m'as sauvé, répéta-t-il. Cardozo m'aurait tué en 6 mois. Ici, j'ai une chance. Une chance de quoi? De continuer à vivre cette vie. Une chance de vivre, tout simplement. C'est déjà ça. Merci finit de panser les plaies. Je n'ai aucune excuse pour ce que je t'ai fait ce soir. Je sais. Mais je suis vivant. Grâce à toi, je suis vivant. Est-ce suffisant? Ça doit l'être. Ama s'approcha. Maîtresse, vous devriez partir. L'aube arrive. Merci hocha la tête. Avant de sortir, elle se tourna vers Yo. Je ne te demande plus pardon. Je n'en ai pas le droit. Mais je continuerai à faire ce que je peux. Je sais. Ah. 3 années passèrent. La plantation Winthrop prospérait. Merci avait perfectionné son double rôle. Publiquement impitoyable, secrètement protectrice, les autres esclaves avaient compris le système sans qu'on le leur explique. Quand Lady Merci punissait, c'était du spectacle. Quand Lord Augustus punissait, c'était du sang. Yo était devenu contremaître. Un choix stratégique de Merci. En tant que contremaître, il avait un certain pouvoir. Il pouvait organiser le travail, répartir les tâches, protéger les plus faibles. Augustus avait accepté cette promotion parce que la production n'avait jamais été aussi élevée. Un soir de 1853, les nouvelles arrivèrent de Rio. Des mouvements abolitionnistes prenaient de l'ampleur. Des rumeurs parlaient de nouvelles lois qui interdiraient le commerce d'esclaves. Ce n'était pas la liberté immédiate, mais c'était un début. Merci et Yo ne se parlaient presque plus directement. Trop dangereux, mais ils avaient développé un langage silencieux. Un regard, un geste, une pause calculée. Ils travaillaient ensemble sans jamais le montrer. Une nuit de décembre, Augustus rentra de Rio, complètement saoul. Il avait perdu une somme considérable au jeu. Il était furieux, violent.
Il ordonna qu'on rassemble tous les esclaves. « Je vais vendre la moitié d'entre vous, cria-t-il, pour récupérer mes pertes. Je choisirai demain matin, et ceux que je garde recevront une leçon pour me venger de ma journée. » Merci descendit de la maison. « Augustus, tu es ivre. Attends demain. » « Ne me dis pas quoi faire, femme. C'est ma propriété, mes décisions. » Il saisit Yo par le col. « Toi, le contremaître si parfait, fouette en 10, 20 coups chacun, maintenant. » Yo regarda Merci. Elle hocha imperceptiblement la tête. Il devait obéir. Augustus était trop dangereux dans cet état. Yo prit le fouet. Il choisit 10 esclaves au hasard. Puis il commença. Mais chaque coup qu'il donna était calculé. Fort assez pour faire du bruit, pas assez pour blesser gravement. Les esclaves comprirent et jouèrent le jeu, criant, se tordant de douleur. Augustus finit par s'ennuyer et retourna dans la maison. Merci attendit qu'il soit parti pour ordonner tout le monde à l'infirmerie. Maintenant. Cette nuit-là, Merci et Yo soignèrent les 10 esclaves ensemble, côte à côte, en silence, dans une collaboration silencieuse qui en disait plus long que tous les mots. « Il va vraiment en vendre la moitié », dit finalement Merci. « Combien peut-on sauver ? Je ne sais pas. Peut-être aucun. Peut-être quelques-uns si je joue bien mes cartes. Va, non ?» Yo posa la compresse qu'il tenait. « Merci, tu as fait ce que tu as pu. Pendant 3 ans, tu as protégé autant de gens que possible. Personne ne peut t'en demander plus. Je peux m'en demander plus. Non, tu as fait assez. Peu importe ce qui arrive maintenant, tu as fait assez. Oh. » Merci le regarda, cet homme qu'elle avait battu, soigné, battu encore. Cet homme qui comprenait ses contradictions mieux que personne. Ce n'est jamais assez, Yo. Jamais. Au matin, Augustus annonça ses décisions. 20 esclaves seraient vendus. Merci négocia, plaida, argumenta. Elle réussit à en sauver 5 en les déclarant essentiels à la production. Les 15 autres partirent dans la semaine. Yo ne fut pas vendu. Augustus le considérait trop utile. Mais Merci savait que c'était temporaire. Un jour ou l'autre, Augustus changerait d'avis. Un jour, elle ne pourrait plus protéger personne. Les années suivantes virent le mouvement abolitionniste grandir au Brésil. En 1888, 35 ans après cette nuit, l'esclavage serait finalement aboli, mais Merci ne vivrait pas assez longtemps pour le voir. Elle mourut en 1866, à 44 ans, d'une fièvre soudaine. Sur son lit de mort, elle demanda à voir Yo. Augustus, vieilli et affaibli par l'alcool, accepta. Yo entra dans la chambre. Merci était pâle, les yeux brillants de fièvre. « Je ne t'ai jamais demandé pardon correctement, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas nécessaire. »« Si, parce que je comprends maintenant. J'ai passé ma vie à chercher l'absolution pour mes actes. Mais l'absolution n'existe pas. Il n'y a que les choix qu'on fait et leurs conséquences. Tu as fait ce que tu pouvais. J'ai fait ce que je voulais bien faire. C'est différent. J'aurais pu choisir autrement. J'aurais pu tout risquer. Mais j'ai eu peur. » Yo s'assit près du lit. « La peur ne te rend pas mauvaise, Merci. Elle te rend humaine. Humaine et complice. Oui, les deux à la fois. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. » Merci ferma les yeux. « Après ma mort, Augustus va probablement te vendre. Ou pire, je ne pourrai plus rien faire. Je sais, là, je suis désolé. Je sais ça aussi. » Elle mourut le lendemain à l'aube. Augustus, fidèle à ses habitudes, vendit Yo 3 mois plus tard pour payer ses dettes de jeu. Mais Yo survécut. Il survécut jusqu'à l'abolition en 1888. Il avait 68 ans quand il devint enfin libre. Il ne parla jamais publiquement de Lady Merci. Mais quand des journalistes l'interrogeaient sur son expérience d'esclave, il disait toujours la même chose. Certains maîtres étaient des monstres. D'autres étaient des humains prisonniers d'un système monstrueux. Les seconds ne valaient pas beaucoup mieux que les premiers, mais au moins, ils souffraient de leur propre cruauté. C'est peut-être la seule différence. Cette histoire révèle la complexité toxique des systèmes d'oppression. Lady Merci illustre le piège moral,
où beaucoup se retrouvent coincés, complices d'un système qu'ils désapprouvent, mais qu'ils perpétuent par peur ou par calcul. Merci meurt sans absolution. Yo survit mais porte les cicatrices. L'esclavage se termine finalement, mais pas grâce au compromis de Merci. Il se termine parce que d'autres ont choisi la résistance totale plutôt que la complicité calculée. Le message n'est pas que Merci était mauvaise ou bonne. Elle était humaine, faible, prisonnière. Mais son humanité ne l'excuse pas. Ses larmes nocturnes ne compensent pas les coups du jour. Sa souffrance morale ne rachète pas la souffrance physique qu'elle inflige. Dans les systèmes d'oppression, la neutralité n'existe pas. On est soit résistant, soit complice. Merci a choisi une complicité atténuée, croyant que c'était le meilleur compromis possible. L'histoire nous demande de juger ce choix sans complaisance, tout en reconnaissant sa complexité. Et surtout, elle nous rappelle que chercher l'absolution auprès de ceux qu'on oppresse est la dernière forme d'oppression.